Salut tout le monde. Et en fait, adieu dans la foulée parce que j'arrête cette chaîne ici et maintenant. Parce que ce que je prétendais faire, en gros, c'était un travail de journalisme. Et en faisant des recherches récemment, je me suis rendu compte que le journalisme, en fait, c'était totalement illégal, même potentiellement criminel. Et moi, j'ai quand même des valeurs, donc il est hors de question que je participe à des activités criminelles. Donc voilà, c'est pour ça que l'aventure s'arrête là et que je vais moi-même me rendre aux autorités pour purger la peine que je mérite, quoi. Bon bref, voilà, sur ce, je vous dis quand même à la prochaine, parce que quand je sortirai de prison, j'ai prévu de lancer un business de coach en développement personnel un peu original qui va se baser en gros sur les enseignements des philosophes contemporains comme Raphaël Enthoven ou Michel Onfray. Allez, à plus. Bon, ils ont pas trop compris ce que je leur ai dit et ils m'ont refoulé. Donc bon, à la limite, autant que je vous explique, hein. Parce que, blague à part, quand je dis que le journalisme est criminalisé, je déconne même pas. Aujourd'hui, les pays les plus puissants de la planète se sont dotés de moyens matériels et surtout juridiques pour faire taire et emprisonner des journalistes ou des opposants politiques qui seraient devenus trop gênants. Et oui, je parle bien de nos belles démocraties libérales, hein, pas besoin d'aller chercher du côté des pays autoritaires. Donc aujourd'hui, on va regarder comment les puissants des classes dirigeantes se sont armés pour faire face à ce qu'ils identifient comme une menace structurelle, le journalisme. America's pride, Europa's human freedom. No end point. To lead Дальнейшее движение НАТО на восток. great. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do. Now depends on us. Le 11 avril 2019, Julian Assange est enlevé par la police britannique à l'ambassade d'Équateur à Londres après y avoir été réfugié pendant presque 7 ans. Cette arrestation fait suite à une demande d'extradition des États-Unis, ce qui était vraiment pas une surprise pour ceux qui suivaient l'affaire, hein. Mais ils y vont quand même pas trop fort. Ils portent un seul chef d'accusation qui peut le mener à une peine maximale de 5 ans de prison. Bon, quelques semaines plus tard, ils vont juste rajouter 2-3 petits trucs, mais ça va, ça fait pas non plus une différence énorme. Voilà. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, aux États-Unis, les peines de prison peuvent se cumuler à l'infini, donc ça donne ce genre de truc. Ce qui est en général un peu problématique, parce que faut admettre qu'après 2 siècles de tôle, c'est un peu dur de retrouver du boulot. Mais bref, ce qui est plus intéressant ici, c'est en vertu de quelle loi américaine et de quelles règles internationales les États-Unis mettent en place une inculpation pareille. La loi états-unienne en question, elle s'appelle Espionnage Act. Et c'est en premier lieu cette loi qui confère à l'Empire états-unien le pouvoir de poursuivre et de persécuter arbitrairement les gens qui les emmerdent un peu trop. Alors je vous préviens, cette loi est aussi dangereuse qu'elle est absurde. Si je vous dis que l'une de ses premières victimes est un cinéaste patriote qui n'avait rien demandé à personne. Bon, je vais reprendre au début, vous allez comprendre. Tout commence aux États-Unis en 1917, sous la présidence de Woodrow Wilson. Ce cher président, il a un petit problème. Il a été réélu en 1916 sur la promesse de ne pas faire entrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale qui était en train de déchirer l'Europe. Le truc bête, c'est qu'il change d'avis l'année suivante. Et qu'est-ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent. Donc pour que la pilule passe, il va devoir mettre en place tout un appareil de guerre et donc entre autres une législation adaptée. C'est pour ça qu'il propose en 1917 le fameux Espionnage Act, qui, comme son nom l'indique, va servir à enfermer des espions étrangers, des opposants politiques. Et oui, donner des noms trompeurs à des lois liberticides, c'est pas nouveau comme pratique. Et quand on analyse plus d'un siècle d'utilisation de cette loi, on se rend bien compte qu'elle a pas grand chose à voir avec l'espionnage. Le but principal de Wilson à l'époque, c'est de museler les opposants à l'entrée en guerre, ou même les gens qu'on pourrait peut-être légèrement soupçonner de miner l'effort de guerre, volontairement ou non. Par exemple, il y a un pasteur qui a pris 15 ans de prison pour avoir distribué des tracts anti-guerre basés sur les enseignements du Christ. Mais mon anecdote préférée, c'est celle de Robert Goldstein, le cinéaste dont j'ai parlé il y a 2 minutes. Ce mec a réussi à réaliser son rêve, produire un grand film épique sur la guerre d'indépendance des États-Unis face à la couronne britannique dans les années 1770. Le projet est très ambitieux, mais il finit par voir le jour en 1917. En soi, le film est très patriote. Mais le petit problème, c'est que forcément, il met en scène les Britanniques sous un jour très défavorable. Or, dans la Première Guerre mondiale nouvellement rejointe par les États-Unis, les Britanniques, c'est des alliés. Du coup, Goldstein est condamné en vertu de l'Espionnage Act pour avoir entaché l'image d'un allié de guerre. Bon, ça c'est des cas entre gros guillemets marrants, mais qui montrent un peu l'ampleur du danger de cette loi et de sa mise en pratique. Il y a des problèmes structurels majeurs dans sa formulation qui la rendent potentiellement inconstitutionnelle, c'est-à-dire incompatible avec la Constitution des États-Unis, qui est le sommet de la pyramide juridique du pays. Si on lit bien la loi et ses différents amendements, on se rend compte qu'une personne peut être condamnée pour détention, recherche, transmission ou diffusion d'informations relatives à la défense nationale. Aucune distinction n'est faite sur le statut de la personne, ni sur l'intention qu'elle aurait en diffusant des informations secrètes. Autrement dit, le texte met dans le même panier un espion d'une puissance étrangère, un lanceur d'alerte qui voudrait dénoncer des crimes et un journaliste qui publierait la dénonciation. Voilà, un espion russe ou un journaliste américain, c'est pareil, comme ça on s'emmerde pas.
Ensuite, la loi ne permet pas de construire une défense à partir de l'intention avec laquelle une personne agit. C'est-à-dire que si vous diffusez des documents secrets dans le but de dénoncer des crimes par exemple, eh ben vous pourrez même pas vous défendre devant le tribunal en invoquant ce but légitime, ce sera pas pris en compte. Que vous ayez diffusé des infos dans le but de nuire au pays ou pour révéler des crimes au grand public, aux yeux de la loi, ça ne fait aucune différence. Et enfin, gros problème de cette loi, elle est faite pour condamner la diffusion d'informations classifiées ou relatives à la défense nationale. Mais ceux qui décident si une info est de défense nationale ou non, ou qui décident de classifier ou non une information, bah c'est le gouvernement. Donc, ce pouvoir unilatéral de classification d'informations combiné à la formulation de l'espionnage acte donne aux dirigeants la possibilité de poursuivre arbitrairement des lanceurs d'alerte et des journalistes. Et le bilan réel, c'est plus de 100 ans de répression politique. Pendant la période de la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, elle a été l'outil principal de la persécution politique des mouvements opposés à la guerre, mais surtout des partis socialistes ou communistes. William Haywood, surnommé Big Bill, un grand leader charismatique du mouvement ouvrier socialiste à l'époque, a même été obligé de s'exiler en URSS suite aux persécutions politiques menées contre lui par le gouvernement. Dans le même genre, le leader socialiste historique Eugene Debs a été condamné à 10 ans de prison suite à un discours contre la guerre prononcé en 1918. Je m'arrête à ces deux exemples pour aller vite, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Dès ses débuts, l'espionnage acte est employé de manière systématique pour réprimer et emprisonner les opposants politiques. This isn't freedom. This is fear. Dans l'entre-deux-guerres, puis pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, les socialistes sont toujours dans le viseur, mais le nouvel ennemi du pouvoir, c'est la presse noire. Des menaces et des attaques juridiques sont régulièrement lancées, leurs locaux sont très souvent victimes de raids illégaux par le FBI, bref, c'est l'enfer. Mais heureusement, au moins, ils n'ont jamais été condamnés juridiquement, notamment grâce à leur habileté dans des négociations avec le pouvoir et à l'appui d'associations de défense des libertés civiles qui pesaient beaucoup dans le paysage politique. Mais en juin 1942, nouveau moment important. Le président Roosevelt essaie de faire condamner le Chicago Tribune, un journal conservateur bien établi dans le paysage. L'opération finit par échouer, mais ça reste un précédent majeur. On peut maintenant brandir l'espionnage acte même contre une presse bien installée. J'aime pas trop beaucoup ça. Allez, on va accélérer un peu et faire un petit saut dans le temps d'une trentaine d'années. On est toujours aux États-Unis en 1971, en pleine guerre du Vietnam. Et cette fois-ci, notre personnage principal, c'est Daniel Ellsberg, un analyste qui travaille à la Rand Corporation. C'est une sorte de gros cabinet de conseil en stratégie militaire et diplomatique qui travaille très étroitement avec l'armée et le gouvernement. Et donc Ellsberg, à la base, c'est un bon petit soldat de son pays. Il croit en l'intégrité de son gouvernement et dans sa volonté de servir la population. Et c'est son travail qui va faire tomber ses belles illusions, puisqu'il a accès à des quantités de documents qui retracent en détail l'action des États-Unis au Vietnam depuis les années 50. Avant même que le pays n'entre officiellement dans cette guerre. Concrètement, il a entre les mains des milliers de pages qui prouvent une quantité phénoménale de mauvais agissements, des crimes de guerre, mais aussi un mensonge constant envers la population états-unienne sur le déroulé réel de la guerre. Ellsberg décide alors de faire des copies des documents pour les envoyer à la presse et à des personnalités politiques pour tout révéler au grand jour. Et entre parenthèses, on est en 1971, hein. Copier des documents, c'est pas faire CTRL-C, CTRL-V. C'est passer des nuits à faire des photocopies en douce sur les photocopieuses de l'époque. Bref, les documents sont révélés dans la presse, notamment dans le New York Times, et aussi en partie par un sénateur à qui Ellsberg avait confié des copies. L'histoire a retenu ces révélations sous le nom des Pentagon Papers. En réaction, le président Nixon met le paquet pour empêcher les publications de se poursuivre et punir Ellsberg. Et comme vous vous en doutez, il dégaine l'espionnage acte. Contre Ellsberg, mais aussi contre des journalistes du New York Times. Deuxième tentative majeure d'attaque de la presse. Mais Nixon, il est pas là pour déconner, donc il s'arrête pas en si bon chemin. Il va mettre en place tout un tas d'écoutes illégales sur tous les gens qu'il juge plus ou moins proches d'Ellsberg, et même des perquisitions sans mandat, c'est-à-dire des cambriolages en fait. Il va jusqu'à créer une équipe qu'il appelle les plombiers, pour faire tout le sale boulot. Et les types vont même cambrioler le cabinet du psychiatre d'Ellsberg pour y chercher des trucs compromettants. Un jour, ils ont même reçu l'ordre direct de Nixon de mettre physiquement Ellsberg hors d'état de nuire. Ce qui n'a heureusement pas eu lieu au final. Et paradoxalement, c'est tout ça qui a sauvé le lanceur d'alerte, puisque toutes ces actions hautement illégales ont été révélées en 1973. C'est le fameux scandale du Watergate, qui a conduit à l'impeachment de Nixon et à l'abandon de toutes les charges contre Ellsberg et ses associés. Et là, il faut bien noter que c'est une victoire en demi-teinte, parce que l'annulation du procès a eu lieu pour des raisons extérieures à la procédure. Donc l'occasion a été manquée de remporter une victoire juridique contre l'espionnage acte, et de faire avancer un point qui est au centre de toutes les critiques massives adressées contre cette loi. Le fait qu'elle peut être considérée comme anticonstitutionnelle, et qu'elle devrait donc être tout simplement abandonnée ou complètement refondée. Mais allez, on avance et on se téléporte encore 30 ans plus tard, en 2001. Vous savez, c'est l'année où il s'est passé un petit événement vite fait, là, enfin un truc qui a pas non plus fait beaucoup de bruit, quoi. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Incroyable.
Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. Je vais pas vous l'apprendre, le 11 septembre marque une escalade monumentale dans la politique étrangère des États-Unis, et donc dans la pratique de l'impérialisme et ses conséquences. L'événement tragique va servir de justification à tout un tas d'horreurs, avec au sommet l'invasion de l'Irak et la guerre en Afghanistan. Mais c'est aussi un jalon en politique interne, avec l'introduction du fameux Patriot Act, qui permet entre autres de faciliter très largement les écoutes et l'espionnage de la population, au nom de la guerre contre le terrorisme. Either you are with us or you are with the terrorists. Tout ça pour dire que la chasse aux sorcières et la répression politique s'intensifient dans les années qui suivent, ce qui est le cadre rêvé pour la pratique de l'espionnage acte. La loi va être utilisée jusqu'à la corde pour poursuivre et persécuter tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'un lanceur d'alerte, ou qui que ce soit qui cherche à dénoncer, preuve à l'appui, des crimes états-uniens. Et il y a en particulier un président qui va mettre le paquet sur la répression comme jamais auparavant. Bien sûr, je veux parler de Barack Obama. Ça, c'est factuel. Son administration a poursuivi plus de lanceurs d'alerte et de sources journalistiques que toutes les administrations précédentes réunies. Mais pour comprendre ça, il faut développer un peu le contexte, parce que c'est pas spécialement la personnalité d'Obama ou ses convictions intimes qui sont la cause première de cette évolution. Comme je l'ai dit, le 11 septembre marque une énorme accélération dans la surveillance, en interne comme à l'étranger. Et ça implique deux choses. Une augmentation significative du nombre d'abus et de crimes, et une explosion du nombre d'employés dans les services de renseignement ou de sécurité nationale. Donc, si on augmente les abus et qu'on augmente le nombre de gens qui auront accès aux preuves de ces abus, on augmente fortement la probabilité que de telles exactions soient dénoncées. Le tout dans un contexte technologique beaucoup plus numérisé qui facilite les dénonciations. Plus besoin de passer des nuits entières avec une photocopieuse. Donc des lanceurs d'alerte, il en émerge d'un peu partout. La CIA, la NSA, l'armée. Et face à cette situation, pour poursuivre ses objectifs impérialistes, l'appareil d'État doit mécaniquement augmenter la répression pour enterrer les révélations, juguler le phénomène et dissuader d'éventuels futurs lanceurs d'alerte. C'est bien cette dynamique dans son ensemble qui a conduit à cette accélération dramatique. Et là-dedans, Obama a été une figure cool, sympa et rassurante qui était parfaite pour faire passer la pilule. Et en bon produit de l'establishment bourgeois, il a abondé dans le sens des intérêts impérialistes de sa classe. En termes de stratégie, le gouvernement Obama se refuse à poursuivre les médias eux-mêmes. Leur tactique, c'est de s'attaquer aux sources, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte, les gens qui appartiennent à une structure comme la CIA ou la NSA, et qui font fuiter des documents internes à la presse. Juridiquement, ça génère moins de controverses que d'attaquer directement un journal. Et concrètement, il y en a eu 8. Les plus connus sont John Kiriakou, un responsable de la CIA qui a dénoncé le programme de torture de l'agence, Edward Snowden qui a révélé les écoutes massives de la NSA dans le monde entier, y compris de dirigeants alliés, et Chelsea Manning, une ancienne analyste militaire au sein de l'armée qui a fourni à Wikileaks la fameuse vidéo Collateral Murder, mais aussi les journaux de guerre afghans et irakiens et les câbles diplomatiques américains. Et donc on retombe sur Wikileaks et notre ami Julian Assange, qui, pendant la moitié de la présidence d'Obama, est réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Et ça fait un moment que des procédures comme celle du grand jury de l'État de Virginie sont entreprises contre lui. Mais le gouvernement Obama a beau se creuser la tête pour trouver un moyen de l'attaquer juridiquement, ils finissent par y renoncer. Parce que Wikileaks est bel et bien un éditeur de presse, un média. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça, l'administration Obama ne veut pas y toucher. Selon le département de la justice, ils ne peuvent pas attaquer Wikileaks sans attaquer le New York Times et d'autres médias pour exactement les mêmes raisons. Mais cette situation va évoluer vers le pire. Parce qu'en 2017, il y a un petit nouveau qui arrive à la Maison Blanche. You are attacking our news organization. Can you give us... You are fake news. Sir. Grab him by the pussy. And then I see the disinfectant by injection inside or... Ah, ça nous avait manqué tout ça. No! Concrètement, en ce qui concerne la répression des lanceurs d'alerte, il s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur. Il n'arrive pas à atteindre son score, mais, vous en faites pas, il va se rattraper autrement. C'est l'administration Trump qui va encore franchir un pas et utiliser l'Espionnage Act pour inculper Julian Assange, donc un journaliste qui n'est même pas états-unien et qui n'a commis aucune faute dans ce pays. Fin 2020, la procédure de première instance du procès d'Assange a eu lieu au Royaume-Uni pour décider si oui ou non il serait extradé vers les États-Unis. Et alors la gueule de ce procès, c'est simple, il y a absolument rien qui va. Franchement, vous êtes pas prêts. Comme je l'ai dit au début, Assange est essentiellement accusé de violation de l'Espionnage Act. Donc déjà, si vous avez bien suivi la première partie, vous comprenez le problème. On utilise contre lui une loi qui est spécifiquement conçue comme un outil de répression politique, et qui n'a servi, depuis son adoption en 1917, qu'à enfermer ou menacer des opposants, des lanceurs d'alerte et des journalistes. Mais le deuxième énorme problème, vous l'avez peut-être déjà déduit, l'Espionnage Act est une loi états-unienne, et Julian Assange est un citoyen australien, qui n'a pas commis de crime ou de délit sur le sol états-unien. Donc comment font les États-Unis pour l'inculper alors qu'il est pas sous leur juridiction? Allez, je vais prendre le temps pour développer un peu ça. Et ben en fait, ils le font.
Bon, allez, 2-3 précisions quand même. Quand Washington prétend appliquer des lois de son pays au reste du monde, on appelle ça l'extraterritorialité du droit américain. Et là, faut préciser direct, parce que dit comme ça, c'est un terme qui fait un peu technique, ça sonne comme un truc officiel, mais en fait... C'est de la merde. Cette notion ne repose sur aucun principe de droit international. En fait, elle s'y oppose même. C'est une pratique banale pour les États-Unis, mais c'est totalement illégal. Donc ils le font parce qu'ils le peuvent, au vu de l'état des rapports de force dans le monde. Donc, avant même de rentrer dedans, on arrive au problème principal de ce procès. Si le droit était respecté, cette procédure n'existerait même pas. Elle n'existe que par la pratique illégale d'un impérialisme juridique. Mais du coup, pas le choix. L'équipe d'Assange est obligée d'accepter cet état de fait et de se placer dans ce cadre pseudo-juridique pour plaider sa cause. Et ce qui est hallucinant, c'est que même en acceptant ce cadre illégitime, le procès a été un empilement de dingueries. Je vais m'en tenir aux 3 plus importantes, sinon on y est encore jusqu'à demain. Dinguerie numéro 1. Quand les États-Unis demandent au Royaume-Uni d'extrader Assange, ils le font via un traité bilatéral spécifique entre les deux pays. Or, l'article 4 de ce traité dit très clairement que l'extradition doit être refusée pour des cas d'offense politique. Et évidemment, avec l'Espionnage Act, on est en plein dedans. C'est bien ce que les avocats de la défense se sont efforcés de ramener plusieurs fois sur la table. Donc on a une raison de plus pour laquelle tout ce procès ne devrait même pas exister. On est quand même sur une inexistence au carré là. Dinguerie numéro 2. Les États-Unis accusent Assange d'avoir incité Chelsea Manning à lui fournir plus d'informations et de l'avoir aidé à tenter de craquer un mot de passe. Ce qui revient en fait à criminaliser des activités normales de journalistes. Chercher de l'information et protéger ses sources. Mais il y avait autre chose. Assange était aussi accusé d'avoir ordonné à une personne de commettre des infractions informatiques. Ce que la personne en question, un jeune Islandais ancien bénévole de Wikileaks, a confirmé. Le problème ? Oh, pas grand chose, hein, juste que ce type était un pédocriminel et fraudeur épinglé par la police islandaise et qui, après le procès, a reconnu avoir inventé son témoignage parce que le FBI lui avait promis en échange une protection pour ses crimes. Je rappelle qu'à ce stade, l'accusation d'infraction informatique ne tenait plus que sur ce seul témoignage. Et en passant, dinguerie numéro 2 bis, aucun grand média n'a relayé cette histoire. Dinguerie numéro 3. Pendant l'audition, les avocats de la défense ont lu des témoignages très troublants de la part d'employés de l'entreprise UC Global. C'est une petite boîte espagnole de surveillance qui avait un contrat avec l'Équateur pour assurer la vidéosurveillance de l'ambassade du pays à Londres, pendant que Julian Assange y était réfugié. Pendant le procès donc, les témoignages des employés de l'époque ont révélé que le patron de cette entreprise a été payé par les services secrets états-uniens pour espionner Assange H24. Ça veut dire que les États-Unis ont eu accès à toutes les conversations qu'il a eues avec son équipe juridique. Et ça, c'est un vice de procédure majeur qui devrait normalement faire annuler le procès. Et c'est allé loin cette histoire, hein. Un jour, un employé a même reçu l'ordre de voler la couche d'un bébé qui avait été plusieurs fois amené à l'ambassade pour réaliser un test ADN et savoir s'il était le fils d'Assange. Et histoire de terminer en beauté, on apprend même que des plans avaient été élaborés pour kidnapper et même assassiner Julian Assange. Tout ça a été dit pendant le procès. Mais une enquête réalisée encore plus tôt par The Grey Zone avait déjà révélé plusieurs de ces éléments, et le tout a été définitivement confirmé en 2021 dans un média mainstream grâce à des témoignages de sources au sein même de la CIA. Ces pratiques honteuses et totalement illégales sont étroitement similaires à celles que Daniel Ellsberg, ses proches et ses associés avaient subies 50 ans plus tôt pendant la saga des Pentagon Papers. Et c'est justement ça qui avait provoqué l'annulation complète du procès d'Ellsberg, et même la démission forcée du président Nixon. Donc, en toute logique, et d'après Ellsberg lui-même, ces nouvelles informations auraient dû avoir les mêmes conséquences pour Assange. Mais visiblement, les temps ont changé, et pas pour le mieux. Et allez, dinguerie bonus, ça c'est plus récent. Bruce Afran, un avocat et professeur de droit états-unien, a mis en lumière un nouvel élément. Dans le droit américain, si une loi est destinée à être appliquée en dehors du territoire des États-Unis, alors ça doit être inscrit dans le texte même de cette loi. Or, dans l'Espionnage Act, il n'y a aucune indication là-dessus. Donc, même selon le droit américain, cette loi ne peut pas être utilisée contre Assange si on se fie à l'analyse de Bruce Afran. Troisième raison pour laquelle ce procès n'aurait pas dû avoir lieu. On passe à une inexistence au cube. Pourtant, tout ça est bel et bien arrivé. Et le jugement final est tombé le 4 janvier 2021. La juge Vanessa Baritzer a refusé l'extradition de Julian Assange aux États-Unis. Attendez. Vous avez pas cru qu'on allait s'en sortir comme ça quand même. La juge a refusé l'extradition d'Assange pour une seule raison, son état de santé et son risque de suicide. En revanche, elle a validé tous les autres arguments de l'accusation. C'est un précédent absolument désastreux pour le droit d'informer. Maintenant, on a un cas qui valide la criminalisation du journalisme. Et c'est pas parce que l'extradition a été refusée que Julian Assange a été libéré, hein. On l'a remis tranquillement dans sa cellule, alors qu'il purgeait aucune peine, hein, le temps que les États-Unis fassent appel de la décision. Mais heureusement, entre-temps, il y a eu du changement aux États-Unis. La sombre période de Trump s'achève, le président autoritaire anti-journaliste est battu par les défenseurs de la liberté, et l'espoir renaît enfin.
Our message is this. Journalism is not a crime. Ça n'a rien changé. Voilà, point suivant. Évidemment, l'administration Biden a marché dans les pas de Trump et a poursuivi la procédure et a donc bien fait appel. Let's finish this job. I know we can. Et comme la seule raison du refus d'extradition était l'état de santé d'Assange, les délibérations en appel ne vont porter que sur ce seul sujet. La santé et la vie d'Assange sont-elles réellement en danger s'il est extradé et détenu aux États-Unis? C'est bien pratique pour eux, parce qu'il n'y a plus de débat sur le fond même de l'affaire, qui invalide complètement la procédure depuis le début. Donc leur stratégie à partir de là, c'est de fournir des garanties à la Cour que Julian Assange sera bien traité aux États-Unis, qu'il ne sera pas mis en isolement dans une prison de haute sécurité, qu'il recevra des soins, et qui pourra même purger sa peine en Australie. Bon déjà, on peut au moins se poser la question de la confiance réelle qu'on peut accorder à ce genre de garantie. Non, parce que je sais que c'est vrai qu'en général, le gouvernement américain ne ment jamais. Il est composé de gens de parole qui tiennent toutes leurs promesses. Mais bon, on sait jamais. Mais surtout, blague à part, les garanties écrites qu'ils ont eux-mêmes fournies sont complètement foireuses et ne garantissent finalement pas grand-chose. Par exemple, leurs mesures administratives spéciales sont l'un des points clés de cette question. Pour faire vite, ces fameuses mesures, qui sont réservées aux terroristes, consiste en un isolement quasi total qui équivaut à de la torture psychologique. Les États-Unis assurent que Julian Assange ne sera pas soumis à ces traitements. En fait, ils se réservent quand même le droit de le faire, en fonction du comportement d'Assange et en vertu de leur règlement interne sur la question. Et selon ce règlement, un prisonnier qui risque de divulguer des informations capables de nuire à la sécurité nationale peut être mis sous mesure administrative spéciale. Et cette décision est prise en premier lieu par les services de renseignement. Pour simplifier, il suffirait qu'un haut gradé de la CIA décide qu'Assange est dangereux et que le procureur général ne s'y oppose pas pour que la garantie s'effondre. C'est pour cette raison, et bien d'autres, que de nombreux juristes et organisations comme Amnesty International ont jugé ces garanties sans aucune valeur. Mais la haute cour britannique les a acceptées et a jugé fin 2021 qu'Assange pouvait être extradé. En mars 2022, la Cour suprême, la plus haute instance juridique du Royaume-Uni, refuse d'entendre un appel de cette décision. Et le 17 juin 2022, le décret de son extradition est signé par la ministre de l'Intérieur de l'époque, Priti Patel. Dans la foulée, l'équipe d'Assange fait de nouveaux appels de cette décision du gouvernement. Donc la haute cour devait décider si oui ou non Assange avait le droit de faire cet appel. Pour trancher ça, les audiences se sont déroulées les 20 et 21 février dernier, et le jugement a été communiqué tout récemment, le 26 mars. Bon, déjà, on peut rappeler que dans l'absolu, toute décision autre qu'une libération immédiate avec des fortes indemnisations est scandaleuse. Mais on va se placer dans le référentiel de la pseudo-justice qui a été rendue jusqu'à maintenant pour essayer de savoir si l'évolution est positive. Donc, Julian Assange faisait appel sur 9 points précis que la Cour a examinés. Et au final, elle n'en a retenu que 3. Elle reconnaît que, dans le cas d'un procès aux États-Unis, Assange pourrait ne pas pouvoir invoquer le premier amendement de la Constitution, c'est-à-dire le texte qui garantit la liberté d'expression. Il pourrait être discriminé à cause de sa nationalité, puisqu'il n'est pas citoyen américain, et il pourrait être condamné à mort. Sur ces 3 points, la Cour demande au gouvernement états-unien des nouvelles garanties. Donc concrètement, la promesse qu'il ne sera pas condamné à mort, qu'il pourra invoquer les mêmes droits qu'un citoyen américain, et qu'il bénéficiera du premier amendement. Les États-Unis ont 3 semaines pour fournir ces garanties. À partir de là, 3 possibilités. Soit ils ne les fournissent pas dans le temps imparti, et Assange pourra donc relancer la machine juridique pour faire appel sur les 3 points retenus, afin de contester son extradition. Soit ils les fournissent à temps, et la Cour se réunira le 20 mai pour les examiner, et les avocats d'Assange auront leur mot à dire. Si elles ne sont pas jugées satisfaisantes, même chose, Assange peut faire appel. Mais si la Cour les accepte, pas d'appel, et l'extradition est définitivement validée. A noter que dans ce cas-là, l'équipe d'Assange déposera immédiatement un recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, déjà, le positif. Ça fait gagner un peu de temps, ce qui est toujours bon à prendre, et la possibilité de contester l'extradition est encore ouverte. Malheureusement, c'est peut-être du pessimisme de ma part, mais le négatif me semble beaucoup plus fourni. Déjà, le refus de la Cour de retenir certains des 6 autres points de l'appel est assez révélateur. Par exemple, les juges refusent de considérer les nouvelles preuves sur les plans d'assassinat parce que le contexte a changé. Bon, ensuite, ils disent... Attendez, quoi? Putain, non mais c'est fou comme cette affaire est un générateur à dinguerie perpétuelle. Donc, si on résume, on a des révélations irréfutables sur des plans d'assassinat qui sont arrivés après le jugement de première instance. Ces nouvelles preuves n'ont pas pu être discutées en appel parce qu'à ce moment-là, le seul point qui était discuté, c'était la santé d'Assange. Et maintenant qu'il y a une nouvelle procédure qui lui permettrait de faire valoir ces preuves, les juges disent « non, mais en fait, les USA ont voulu le kidnapper ou l'assassiner, mais on s'en fout parce que s'il est enfermé chez eux, ils auront plus de raison de le faire. » Eh ouais, on n'y avait pas pensé, mais pour éviter d'être kidnappé, il suffisait de se laisser emprisonner en fait. C'était si simple depuis le début. Et en plus, ils estiment que si ces preuves avaient été connues pendant le premier procès fin 2020, elles n'auraient pas fait changer d'avis la juge à l'époque. Alors là, on a touché le fond et on ramène les pelleteuses. Non, sérieux, soit ils ont tort là-dessus et donc ils devraient autoriser un appel sur ce point, soit ils ont raison,
Et c'est presque un aveu que la première juge n'avait aucune intention de rendre un jugement équitable. Mais le plus gros problème, c'est cette histoire de garantie. Les États-Unis en avaient déjà apporté une première fournée quand ils ont relancé le procès en 2021. Et ce genre de promesses de leur part, comme je le montrais un peu plus tôt, on sait très bien ce qu'elles valent. Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! Pourtant, à l'époque, la Cour les avait acceptées quand même. Donc on pourrait très bien avoir le même schéma cette fois-ci. Des garanties bidons, la Cour dit ok, et hop, extradition. Mais même si c'est pas le cas, même si Assange est finalement autorisé à faire appel, c'est encore une relance de la machine infernale pseudo-juridique. C'est encore des mois, voire des années supplémentaires d'enfermement dans la prison de Belmarsh, dans des conditions atroces, sans visibilité sur l'issue de la situation, alors que son état de santé est apparemment si bas qu'il n'a même pas pu assister aux 2 jours d'audience en février dernier. Donc dans le meilleur des cas, on prolonge encore cette situation scandaleuse de mort à petit feu. Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement Laurent Doré, Myriam Laribi et Victor Dédage pour leur relecture du script de cette vidéo et de la précédente, et pour l'aide qu'ils m'ont apporté sur pas mal de points de l'affaire. J'ai fait le choix de développer le cas d'Assange pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'il représente 2 choses de manière flagrante. D'abord, pour l'instant, c'est le point culminant de la guerre des puissants contre le droit à l'information. Et à mon sens, ce combat est ancré dans la lutte des classes. Nous avons un intérêt immense à être informés des crimes de ceux qui prétendent nous diriger, et eux ont tout intérêt à les cacher. Je simplifie un peu par souci de concision, mais vous avez compris. In fine, à partir de maintenant, quelle que soit l'issue de l'affaire Assange, le droit à l'information a été mis en PLS jusqu'à nouvel ordre. Parce que même si par miracle Assange était libéré dès demain, le message est envoyé. Si vous allez un peu trop contre nos intérêts, voilà le calvaire qui vous attend. Et ensuite, je trouve que c'est un parfait exemple pour faire tomber toute illusion d'un droit protecteur des plus faibles en toutes circonstances. Parce que je rappelle que, théoriquement, le procès d'Assange aurait dû être abandonné. Et en fait, avant ça, il aurait dû ne pas exister. 3 fois. Les gouvernements des États-Unis ne pouvaient pas poursuivre Assange en droit. Donc ils l'ont fait quand même. Le droit reste une abstraction. Il faut toujours analyser les rapports de force politiques qui le produisent ou qui permettent de le foutre à la poubelle. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, vous avez compris que l'évolution de ce rapport de force n'est pas vraiment rassurante. Donc n'hésitez pas à soutenir mon travail si ça vous plaît, parce que ce rapport de force va falloir sérieusement commencer à l'inverser. Allez, portez-vous bien, et à la prochaine. Peut-on espérer de la France qu'elle s'engage afin d'éviter à un journaliste d'être emprisonné à vie? Je n'ai pas d'informations particulières à l'endroit de ce dossier, mais je prends le sujet et je vous réponds très rapidement. La seule grille de lecture à avoir, excusez-moi, dans un état de droit, c'est de respecter le temps judiciaire. Donc, ne commentons pas les décisions de justice.